Merci pour cette introduction. Donc, vous voyez, batterie stationnaire, comme tout le monde. Enfin, parce que tout le monde voulait poser plein de questions là-dessus. Vous avez l'occasion maintenant. Alors, j'ai commencé par expliquer pourquoi les batteries sont utilisées sur les réseaux aujourd'hui. Et c'est dû à un équilibre production-consommation qui, dans un réseau électrique, doit toujours être équilibré. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un déséquilibre entre une production et une consommation? Il faut savoir que vous savez tous qu'on a un réseau en courant alternatif à 50 Hz. Et si ma consommation augmente ou ma production diminue ou les deux, ce qui va se passer, c'est que on va ralentir toutes nos machines tournantes, la fréquence va baisser. Et il y a une limite à laquelle on ne peut pas descendre en termes de fréquence sur le réseau, puisque après, tous les éléments sur le réseau ne sont plus synchronisés et on peut avoir des effets qui vont aller l'un contre l'autre et qui fait qu'on est obligé, dans ce cas-là, de déconnecter les éléments du réseau pour rétablir, et des risques d'effet domino, ce qui fait que quand on déconnecte un élément, on va provoquer la déconnexion d'autres éléments. Et puis à l'inverse, si la production augmente alors que la consommation baisse, ou les deux, la fréquence sur le réseau va augmenter. Le réseau français, il est interconnecté dans toute l'Europe. Et donc ce qui va se passer en Allemagne aura aussi un impact sur ce qui se passe en France et vice-versa. Et vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps avec ce qui s'est passé en Allemagne. Ça a eu des impacts sur le réseau français et on a dû déconnecter le réseau français de l'Allemagne. L'Espagne, pardon, excusez-moi, l'Espagne. Donc aujourd'hui, la majorité des batteries qui sont installées sur le réseau, ils sont là pour faire ce qu'on appelle du réglage de fréquence pour justement absorber un excès d'énergie très temporaire, ou refournir de l'énergie temporairement. Donc c'est là pour servir de tampon de courte durée. Donc là, vous avez un exemple d'un déclenchement d'une unité de production sur le réseau. Donc du coup, une perte rapide de production. Et puis ce qu'on voit sur la fréquence sur le réseau, c'est une baisse de la fréquence, puisque là, on n'a plus assez de production par rapport à la consommation. Donc on va venir tirer sur le réseau, ça va le ralentir et la fréquence va diminuer. Et on a un schéma qui va être engendré sous forme de réserve, et qui s'appelle, on a une réserve primaire, une réserve secondaire, une réserve tertiaire. La réserve primaire, c'est ce qui va être enclenché très très rapidement. Il faut qu'elle intervienne instantanément dans la milliseconde pour justement empêcher la fréquence de descendre trop bas. Et puis une fois qu'on a commencé, donc il faut beaucoup de puissance injectée en peu de temps. Puis une fois qu'on a commencé ça nous donne un peu de temps pour que les deuxièmes moyens de production, augmenter la production de nos centrales par exemple, la réserve secondaire et les réserves tertiaires, enclencher de nouvelles centrales, des centrales au gaz souvent, parce que c'est ceux-là qui permettent de fournir de la pointe rapidement, pour justement rétablir la fréquence sur les réseaux. Et c'est là où maintenant on a installé beaucoup de batteries pour cette réserve primaire de très courte durée, parce qu'elle peut intervenir instantanément dans la milliseconde. Alors aujourd'hui, dans le passé, on avait des moyens de production qui étaient essentiellement basés sur des turbines, qui ont des gros alternateurs, des grosses masses, et ça fournit une certaine inertie au réseau. Cette masse tournante, ce qu'on appelle aussi une réserve tournante, va fournir un tampon, ce tampon justement de la milliseconde, qui nous sert de réserve primaire sur le réseau. Bon, on installe de plus en plus d'énergie renouvelable, et de moins en moins de systèmes à base de turbines de grosse masse. Un panneau photovoltaïque, ça a zéro inertie, ou quasiment zéro par rapport à une grosse masse et à un système alternateur.
Donc on est en train de changer la configuration et des moyens qui vont pouvoir fournir cette réserve primaire sur le réseau. Et là, on le voit sur le graphe. Alors, je ne sais pas comment on fait le... Non, il n'y avait pas un laser quelque part là-dessus? Non. Je n'ai pas de souris non plus. Mais... Donc on peut voir sur la courbe rouge, hein, quand on a des moyens de production ou des systèmes sur le réseau qui ont une inertie importante, hein, donc les machines synchrones, on arrive à limiter cette baisse de fréquence, hein, elle est beaucoup plus lente et elle ne descend pas trop basse. Hein, je dis, si ça descend en dessous d'un seuil critique, on est obligé de déconnecter et là on a l'effet domino. Quand on a une inertie faible dans la courbe bleue, avec les tirets, hein, on voit que la fréquence va descendre très rapidement et atteint des niveaux critiques. Si on arrive à mettre un peu de stockage, on arrive à libérer une réserve rapidement et vous voyez bien qu'on arrive à descendre à des niveaux de fréquence acceptables et elle va pouvoir remonter aussi très rapidement. Donc là, c'est l'incident qui s'est passé en Espagne, hein, il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez, il y a eu l'effet domino que je vous disais, et ce qui a fait que tout le réseau espagnol et portugais est tombé. Et puis une partie de la France aussi, on a dû déconnecter du coup. Et vous voyez bien aussi, là aussi, que la fréquence, elle est descendue de manière significative. Donc en déconnectant, on a quand même réussi à préserver le réseau français. Donc là, vous voyez ici l'exemple, là c'est une simulation hein, pour vous montrer quel apport un stockage de courte durée peut apporter pour le réseau pour limiter cette baisse de fréquence quand on a une perte de production. Et vous voyez, en fonction de la quantité de stockage qu'on peut introduire, connecter sur le réseau, on va limiter de plus en plus en fonction de la quantité d'énergie et de puissance qu'on peut installer. Pour être au-dessus de cette zone gris foncé, qui est la zone à laquelle on déconnecte. Et donc, voici quelques exemples de systèmes qu'on a installés sur le réseau. Hein. Donc là, c'est aux États-Unis, il est renouvelable, un système 20 MW, mais de courte durée, 25 minutes seulement. Donc ça veut dire qu'elle est maintenue à 50% de charge aussi la plupart du temps pour pouvoir absorber ou relâcher de l'énergie. Et donc la durée totale de stockage est très courte, hein, donc 25 minutes. C'est pour fournir nécessairement de la puissance. Là, c'est un autre exemple hein, en Angleterre, toujours EDF renouvelable, qui est installé à Westpurton, un système de 50 MW, toujours une demi-heure de durée de stockage. Donc ça, c'était en 2018, l'autre, c'est 2015. Maintenant, on arrive vers une autre problématique qui n'est plus le réglage de fréquence, c'est le fait parce qu'on a de plus en plus de panneaux solaires qui produisent leur maximum à midi, pendant cette période de maximum solaire, on va avoir beaucoup d'énergie qu'on n'a forcément pas besoin à cet instant T. Et ça va faire baisser les prix d'électricité, du coup, parce que personne n'en a besoin. Et on arrive même au point qu'on va payer les gens pour utiliser l'électricité, parce qu'il faut absolument l'absorber quelque part. Donc on a maintenant une bourse d'électricité, une bourse des prix négatifs, donc une bourse dans laquelle les gens vont, il y a des enchères, hein, vont dire moi je prends ça et vous me payez autant pour absorber cette électricité. Donc ça ouvre ça peut ouvrir des opportunités pour de nouveaux types de stockage. C'est là où on va vers un stockage plus long qui peuvent amener à des nouvelles technologies de batterie. Là, c'est encore pour vous montrer. Hein, là, j'ai pris un exemple du 6 juin, il n'y a pas longtemps, hein, mais on retrouve ces mêmes courbes tous les jours. C'est des courbes qu'on appelle duck curve en anglais ou en courbe de canard, parce que vous voyez, c'est une sorte de courbe de canard. C'était très fréquent, ou c'est toujours très fréquent en Californie, mais c'était il y a 15 ans.
quand la Californie a commencé à installer beaucoup de panneaux solaires. Maintenant, on commence à le voir en Europe. Vous le voyez bien là. Là, c'est la période que c'est entre 8 heures et 16 heures. Ben, les prix spot sur la majorité des pays en Europe sont à zéro ou même négatifs. Et puis, ils remontent le soir, quand il n'y a plus de solaire, ben là, on remonte jusqu'à 120 € le mégawattheure. Donc là, c'est toujours sur cette bourse d'électricité. Hein, vous voyez qu'on arrive à avoir, sur cette journée-là du 6 juin, 8 heures de prix zéro ou négatif, et puis ben, après 5 heures de prix à plus de 50 € le mégawattheure. Donc, là, un autre exemple hein, qui est plus extrême, là où on descend à moins 50 € le mégawattheure, c'est des mégawattheures, et plus 140 le soir. Donc on voit qu'on a des écarts de plus en plus importants qui pourraient être intéressants pour du stockage. Et donc la société Stéréo là, a calculé que l'écart moyen déjà depuis le début de l'année 2025, hein, calculé ici jusqu'à fin mai, était à 95 € le mégawattheure. Donc ça représente quand même un écart très important qui pourrait être utilisé pour acheter de l'électricité à bas prix et puis le revendre à plus haut prix, grâce à un stockage de longue durée. Alors on voit que c'est un problème qui croît. Hein. Là, on voit dans chaque pays, encore plus en Allemagne, hein, mais progressivement, le nombre d'heures auxquelles le prix spot est négatif augmente progressivement avec le temps. Et puis la tendance, on voit, elle s'accélère. Et donc les prévisions pour les prochaines années vont de pire en pire. Donc là, c'est un exemple en Angleterre, mais on retrouve ce même type de courbe partout en Europe. On voit aussi, heureusement, un marché dans lequel on installe de plus en plus de batteries stationnaires. Alors, on est encore loin des volumes de batteries qui sont produites pour le véhicule électrique, hein, mais c'est un marché en croissance. Avec maintenant plus de 74 gigawatts et 181 gigawattheures de stockage dans le monde en 2024. Alors on voit qu'il y a des pays où il y a beaucoup plus de stockage que d'autres, hein. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie. Bon, ça c'est lié à leurs moyens de production et le réseau. La France aujourd'hui reste encore limitée, mais en croissance. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on compare ça aux STEP, hein, qui sont aujourd'hui la référence en termes de stockage d'électricité, hein, les STEP, on va venir, quand on a un surplus d'électricité, on va pomper l'eau vers un lac supérieur, et puis quand on en a besoin, on va relâcher l'eau dans des turbines pour produire de l'électricité. Et c'est le moyen le plus économique aujourd'hui pour stocker l'électricité. Mais on voit que la quantité... Ce qu'on voit, c'est que la quantité de batteries qui ont été installées en Europe, maintenant, atteint le niveau total de STEP installés en Europe. Donc elle arrive à parité maintenant en termes de stockage d'électricité entre les batteries et la référence qui sont les STEP. Avec des prévisions, bien sûr, très croissantes en termes de batteries. Et en STEP, on est très limité parce que par la géographie, on ne va pas pouvoir installer beaucoup plus de STEP que l'existant. Donc la croissance du stockage, je pense, va venir en grande partie de batteries. Donc voilà la croissance d'installation de stockage de batteries en France. On voit que on arrive maintenant à 1 gigawatt de batteries installées en France. Alors, le stockage batterie présente également de nombreux avantages par rapport à une STEP.
déjà pas de contraintes géographiques, hein, on peut les installer où on veut. Et du coup, elles peuvent être installées de manière plus stratégique sur le réseau, à des points faibles du réseau, proches d'un utilisateur, ce qui va limiter les contraintes sur le réseau d'un producteur, ou même en autoconsommation. C'est une chose qu'on voit surtout en Allemagne aujourd'hui, hein. Donc ça veut dire qu'on va installer une batterie directement dans la maison couplée à des panneaux photovoltaïques. C'est aussi bien sûr beaucoup plus facile à installer qu'une step, hein. Et également modulaire, donc on va pouvoir augmenter la quantité d'énergie stockée progressivement si on veut, puis on rajoute simplement des containers. Et puis elle bénéficie aussi de toutes les évolutions technologiques qui peuvent y avoir, notamment pour le véhicule électrique, hein, des batteries pour véhicules électriques, qui vont aussi faire baisser les prix, chose qu'on ne voit pas tellement sur le STEP, parce que c'est une vieille technologie. Maintenant, pour le scénario net zéro, dans lequel on essaye de limiter l'augmentation de la température dans le monde à 1,5 degré. Bon, on a appris hier que de toute façon, c'est déjà foutu, on ne va pas y arriver. Mais il y a une étude qui a été faite par l'IEA, ça c'était en 2021, qui a calculé la quantité de batteries qu'il fallait installer justement pour accompagner le renouvelable, hein, pour le fameux scénario net zéro, qui est autour de 700 gigawatts. Vous voyez la courbe en bleu clair, c'était ce qui était installé jusqu'en 2021, et la pente nécessaire pour atteindre notre objectif en 2030. 2030, c'est bientôt, hein. Bon, le point bleu que vous voyez là, c'est ce qui a été réalisé fin 2023. Donc vous voyez qu'on est encore très loin de ce qui est nécessaire, qu'il faudrait installer pour atteindre notre objectif net zéro. EDF y a participé. En 2018, on a lancé le plan stockage électrique, dans lequel on s'est engagé à installer 10 gigawatts de nouveaux stockages d'ici 2035. Hein. Ça représente un investissement quand même considérable de 8 milliards d'euros. Et on est même allé au-delà avec un nouveau plan de l'année dernière qu'on a lancé, donc plus 27 gigawatts qu'on appelle maintenant flexibilité. Donc ça va inclure du stockage, mais aussi d'autres moyens de flexibilité pour augmenter cette flexibilité jusqu'à rajouter 27 gigawatts supplémentaires d'ici 2035. Ce qu'on voit aussi que les durées de stockage vont voir commencer à augmenter. Hein. Ce que je disais, le stockage pour le réglage de fréquence commence à être saturé. Hein. On n'en a pas besoin de supplémentaires. Par contre, on a besoin de stockage plus longue durée. On voit que l'Italie a de l'avance. Et là, on voit très bien que les durées de stockage en Italie, la moyenne en durée de stockage, était de 3 heures en 2023 et de 4 heures en 2024. Donc, eux, ils ont déjà entamé la progression vers des stockages de plus longue durée. Ce qu'on voit là aussi, c'est que le type d'usage stationnaire peut varier d'un pays à l'autre, mais ça, c'est surtout en fonction des incitatifs qu'il peut y avoir et des aides qu'il peut y avoir dans différents pays. En France, on va être surtout au niveau du réseau, du stockage réseau, alors qu'en Allemagne, grâce aux aides, c'est surtout de l'autoconsommation et donc un stockage résidentiel au niveau de la maison. Même si on voit qu'en Allemagne, le stockage réseau est en train d'augmenter aussi et la partie résidentielle reste à peu près constante. Alors, la technologie de référence aujourd'hui en batterie, hein, parce qu'elle est venue du véhicule électrique, c'est le lithium-ion. Et le lithium-ion, c'est une technologie qui est surtout adaptée pour un temps de stockage d'1 heure. Pourquoi ? Parce que la quantité de matière active qui va définir la quantité d'énergie qu'on va pouvoir stocker dans une batterie. La puissance, elle, va être définie par la surface des électrodes ou collecteurs de courant qu'il y a dans la batterie.
Et la quantité de matière active qu'on peut déposer sur l'électrode, qu'on peut exploiter sur l'électrode, va être limitée par la conductivité de l'électrolyte dans les batteries lithium-ion. C'est pour ça qu'une batterie lithium-ion, son optimal, c'est un temps de stockage d'environ d'1 heure. Si on veut augmenter donc le temps de stockage, il faut pouvoir mettre plus de matière active sur notre électrode, hein, et donc des électrodes beaucoup plus épaisses. Donc quand je passe de 1 heure à 2 heures, ben, je double ma quantité de matière. Du coup ben, il faut que je double mon épaisseur. Et puis à 4 heures, ben, il faut que je double à nouveau mon épaisseur, ou 4 fois plus. Quand on regarde les conductivités ioniques de l'électrolyte, donc c'est ce qui va assurer la conduction des ions dans la batterie, on voit que l'électrolyte aqueux a une conductivité qui est 10 à 100 fois supérieure à l'électrolyte qui est utilisé dans les batteries lithium-ion. Donc, ce qui donne des perspectives et des opportunités pour mettre beaucoup plus de matière active et donc des temps de stockage beaucoup plus longs en utilisant un électrolyte aqueux. Donc là, j'ai fait un calcul très rapide. Hein. Si je prends une densité de courant de 2 mA par centimètre carré, ce qui est typiquement utilisé dans les batteries lithium-ion, et que je me fixe une chute ohmique de 20 millivolts, ce qui va me donner un rendement voltaïque de 98%. Dans une batterie lithium-ion, il ne faut pas que la distance entre mes deux électrodes dépasse 100 microns. C'est typiquement ce qu'on retrouve dans les batteries lithium-ion aujourd'hui. Pour une même densité de courant, en milieu aqueux, grâce à la meilleure conductivité d'un électrolyte aqueux, on peut aller jusqu'à 1 cm. Donc vous voyez que les tolérances de fabrication, mais aussi les quantités de matière active qu'on peut rajouter, d'épaisseur d'électrodes, sont 10 à 100 fois supérieures. Donc ça a un impact à la fois sur la façon dont on fabrique la batterie, une batterie aqueuse peut être beaucoup plus simple à fabriquer, puisque les tolérances là sont maintenant du millimètre au lieu du micron. Et on peut avoir des électrodes beaucoup plus épaisses qu'on va pouvoir exploiter pour des durées de stockage plus longues. Donc, plus d'énergie avec une batterie lithium-ion, on rajoute des batteries, au lieu d'augmenter l'épaisseur de l'électrode. Ce qui veut dire que le coût de la batterie en fonction de la durée de stockage va rester à peu près constante, puisqu'on rajoute le même prix chaque fois et on double, on multiplie le nombre de batteries à rajouter, qui ont toujours le même prix au kilowattheure. Alors que pour une technologie où on peut augmenter cette épaisseur de matière active, on rajoute simplement de la matière active, mais tout le reste reste constant. Et donc, le prix au kilowattheure va baisser en fonction de la durée de stockage. Et grâce à ça, on espère pouvoir atteindre des prix très bas et peut-être plus bas que le lithium-ion, avec des durées de stockage longues. La batterie aqueuse a aussi d'autres avantages. Hein. On a parlé un peu sécurité ce matin, d'emballement thermique, de feu. Bon, Patrice nous a dit que l'LFP, il n'y a pas d'emballement thermique. Ça s'enflamme quand même. Hein, et on a un solvant inflammable qui est contenu dans la batterie. Et si on la pousse un peu trop, elle va aussi s'enflammer. Et on a aussi des beaux feux de batterie LFP. Donc même pour le stockage stationnaire LFP, il y a des risques qu'il faut prendre en compte qui n'existent pas avec un électrolyte aqueux. On a aussi accès à une matière active beaucoup plus abondante, moins onéreuse, telle que du zinc, du fer et d'autres éléments, comparés à du cobalt, du nickel et du lithium. Avec des contraintes géopolitiques aussi beaucoup plus faibles, puisque c'est produit dans beaucoup plus de pays. Et là, les dernières histoires avec Trump et la Chine montrent que ça peut être aussi un élément décisif. Là, je l'ai dit, on a des tolérances beaucoup plus élevées, hein, de l'ordre du millimètre, c'est des systèmes beaucoup plus faciles à fabriquer et des capex usines qui vont aussi être beaucoup plus faibles. On n'a pas besoin de milliards pour faire des gigafactories avec des systèmes aqueux.
Elles sont également beaucoup plus faciles à recycler et elles ont une empreinte CO2 également beaucoup plus faible. Donc on a besoin de beaucoup moins d'énergie pour fabriquer ces batteries qu'une batterie lithium-ion. Par contre, la compétition par rapport au lithium-ion est rude, parce que le lithium-ion est tiré essentiellement par les véhicules électriques. Et donc, ça fait des volumes de production qui sont énormes, et c'est grâce à ça qu'on a ces courbes d'apprentissage, et plus on va fabriquer de batteries, plus on va pouvoir baisser le prix de production. Et on voit que jusqu'à une centaine, mille mégawattheures de production, jusqu'à les années 96, le prix des batteries lithium-ion n'a pas beaucoup bougé, et était très élevé. Et puis est arrivé le véhicule électrique, le téléphone, et tout ça qui ont amené des gros volumes de production qui a permis une courbe d'apprentissage là assez impressionnante. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, là, j'ai regardé au mois de mai, le prix des cellules lithium-ion est autour de 30 € le kilowattheure. C'est extrêmement bas. Alors, les nouvelles chimies, on est encore à des volumes de production qui correspondent à ce qu'était pour le lithium-ion, là, les prix à 10 000 € le kilowattheure. Donc ça, c'est des volumes de production. Mais par contre, le prix aujourd'hui de ces nouvelles chimies en batterie aqueuse, notamment, sont déjà beaucoup plus basses avec des volumes de production beaucoup plus faibles. Donc, si on arrive à suivre cette même courbe d'apprentissage, on arrive à des prix extrêmement faibles avec des volumes de production beaucoup plus faibles. Et en continuant dans ces volumes de production, des prix qui peuvent aussi être plus faibles que les batteries lithium-ion. Parce que là, maintenant, le lithium-ion, il approche le prix de la matière active. Donc, on ne pourra pas baisser plus bas que le prix de la matière active. Donc, ça va à un moment plafonner. Alors, une chose qui est quand même limitante dans ces batteries aqueuses, l'eau se décompose à une tension beaucoup plus faible que l'électrolyte qui est utilisé dans les batteries lithium-ion. Théoriquement, on est autour d'un 23 volts, c'est les tensions d'électrolyse de l'eau. On peut aller jusqu'à 2 volts dans les batteries aqueuses grâce sur les concentrations, sur les cinétiques aussi de réaction. Mais on est quand même à la moitié de la tension des batteries lithium-ion. Donc ça a un impact forcément sur l'énergie et puis la puissance de ces batteries. Et la densité d'énergie des batteries aqueuses a tendance à être beaucoup plus faible que les batteries lithium-ion. C'est pour ça qu'on ne les voit pas dans le véhicule électrique. Mais par contre, pour le stationnaire, c'est moins un problème que d'avoir plus de volume. Alors, je vous ai dit, plus on va vers des temps de stockage longs, on va rajouter simplement de la matière active. Donc, on va se rapprocher de plus en plus vers le coût de la matière active, plus on va vers des temps de stockage longs. Donc, c'est intéressant de regarder quel est le prix de la matière active de différents couples électrochimiques. Donc là, il y a une étude du MIT qui a été faite en regardant justement quelles sont les perspectives de baisse de prix en fonction du coût de cette matière active. Et donc on retrouve en haut, là, vous voyez C6LFP, NMC, donc ça c'est des technos lithium-ion actuels. Ce qui est intéressant, c'est que le vanadium, il est encore plus haut, mais plus bas, donc c'est une échelle logarithmique en termes de coût. Vous voyez que les technos aqueuses fer-fer, dont je vais vous montrer, c'est des systèmes redox flow, les systèmes zinc-brome par exemple, et puis tout en bas, des systèmes métallaires, donc le fer-air, ont des perspectives de taux extrêmement faibles. L'air, c'est gratuit, et avec le fer à payer. Donc du coup, le fer, c'est un métaux très bon marché par rapport aux autres métaux utilisés dans les autres technologies de batterie.
Donc des perspectives de coût très bas. Dans les batteries aqueuses, donc on a en gros 3 familles de batteries. Hein. Ça va être, je vais en parler, donc ça va être les systèmes redox flow, les systèmes batteries aqueuses étanches, et puis les systèmes métallaires. Donc, les batteries redox flow ou batteries à circulation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on a une matière active en solution qu'on va stocker dans des réservoirs à l'extérieur de l'élément qui va produire l'électricité ou stocker l'électricité. Donc du coup, on a un générateur d'électricité et puis dans lequel on va venir circuler cette matière active qui va être convertie dans la réaction électrochimique et qu'on va stocker dans combien de temps j'ai déjà... Ah, oulala. Bon. Vous avez déjà dépassé de 6 minutes. Ah. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Vous voyez à droite, c'est la partie qui va générer le courant, stocker l'énergie. Et puis à gauche, on a le réservoir qui va stocker la matière active. Alors la chimie la plus utilisée, la plus mature aujourd'hui est à base de vanadium. Vous avez vu sur le graphe avant, c'était celui qui était très cher. L'autre inconvénient, c'est qu'il est très volatile. Et donc j'ai traduit le coût de la matière active acheté, puisque c'est un produit qui est en bourse, hein, le vanadium, donc converti en termes de dollars par kilowattheure, c'est ça qui compte, ce n'est pas les kilos qui comptent, c'est les kilowattheures. Et on voit que même au prix le plus bas, hein, aujourd'hui on a un plus bas historique, on reste à 100 dollars le kilowattheure qui est plus élevé que... Ça c'est juste pour la matière active, hein. Ça ne prend pas en compte toute la partie stack et générateur d'électricité. On a aussi les systèmes en batterie à circulation, les systèmes hybrides, hein, dans lesquels une partie va être stockée à l'intérieur du stack sous forme métallique, hein, du fer ou du zinc par exemple. Et on retrouve les technologies fer-fer américaines de SS. Et puis aussi important, c'est l'utilisation de matières actives organiques qu'on va pouvoir biosourcer. Du coup, plus besoin de minéraux. Hein, et donc on a une start-up française qui travaille dessus, Chemiwatt. Après, dans les batteries étanches aqueuses, le zinc-brome présente un couple très intéressant aussi, parce qu'il permet de stocker beaucoup d'énergie dans ces deux éléments. Et là, on retrouve aussi des systèmes extrêmement simples, tout en plastique, avec des perspectives de coût aussi qui sont très faibles. Et puis des usines qui ne ressemblent pas du tout à des usines de lithium-ion. Donc c'est à l'air, et c'est plutôt des usines de plasturgie, en fait, hein, parce que c'est tout en plastique. Et puis la technologie zinc-ion, et en particulier le zinc-manganèse, qui aussi prend de l'ampleur. Et là, on va retrouver, c'est les piles alcalines que vous connaissez tous, mais qu'on va transformer en système rechargeable. Et donc là, il y a 2 sociétés aujourd'hui qui commencent à émerger sur ces technologies. Hein. Urban Power aux États-Unis, et puis en Europe, on a Enerpoly qui produit un système intéressant bipolaire. Donc ils arrivent à faire des éléments bipolaires et assembler dans une batterie directement une batterie 24 volts. Donc au lieu d'avoir une batterie 3 volts pour lithium-ion, on a directement nos 24 volts. Et puis dans les systèmes métallaires, donc vous avez vu, c'est eux qui ont les perspectives de coût les plus faibles. On a 2 sociétés, Or Energy aux Pays-Bas et Forb Energy aux USA. Donc là, on va simplement avoir une électrode en fer qu'on va transformer en rouille, hein, donc l'oxyde de fer, hydroxyde de fer, côté négatif, et puis l'air qu'on va réduire lors de la décharge, et puis on va reproduire l'oxygène pendant la recharge. Donc ça, c'est adapté pour des temps de stockage beaucoup plus longs, de l'ordre de 100 heures, donc plutôt à du stockage hebdomadaire. Bien sûr, la batterie Zinger, auquel EDF a contribué, et puis la start-up Zinium, par exemple.
Bon, je vais passer ça. Juste ici, quelques exemples de projets auxquels on a contribué. Le projet Flowbox avec Areva, qui était un système Redox Flow hydrogène-brome. Ici, une batterie zinc-brome auquel qu'on a pu tester de Primus. Et puis, plus récemment, là, un système Redox Flow à base de vanadium qui a été installé en Grande-Bretagne en combinaison avec du lithium-ion à 5 MWh, 2 MW de puissance qui va venir en hybride, en fonctionnement hybride avec lithium-ion. Et puis un projet ANR qu'on a plus au niveau TRL très bas, qu'on est en train de développer un nouveau couple zinc-manganèse, cette fois-ci avec du manganèse en solution sous forme de manganate permanganate. Donc c'est un projet ANR avec l'Université Cergy-Pontoise et Synergie. Et voilà, je vais passer juste un petit mot sur la batterie sodium-soufre. Je sais qu'il y en a qui étaient intéressés par ça. Donc ça, c'est un stockage 6 heures qu'on a installé sur l'île de la Réunion. Comme on disait, c'est une batterie chaude avec du sodium liquide, du soufre liquide. Et bon, la raison pour laquelle on n'a pas des très hautes densités d'énergie pour ça, c'est parce que tout autour, il y a tous les éléments de sécurité. Pour imaginer que du sodium liquide peut se présenter des éléments de sécurité. Et donc tout ça, va prendre beaucoup plus de volume pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque. Et puis finalement, notre moyen d'essai, notre mini concept grid où on peut aussi tester tous les moyens, les gros moyens de stockage batterie au renardière. Donc en conclusion, les besoins de stockage sont croissants et le stockage réseau prend de l'importance aujourd'hui grâce au lithium-ion et les volumes de production liés aux véhicules électriques. Mais bon, je pense que tout miser sur le lithium-ion serait dangereux et du coup, il faut aussi s'intéresser aux autres technologies comme les technologies aqueuses et en particulier pour les stockages longs. Heureusement, on peut bénéficier d'un tissu de recherche française qui est important. Donc, et on en découvre, moi je découvre chaque semaine de nouvelles équipes qui travaillent sur ce système. Ils ne sont pas très vocales, mais existants. Et puis des startups européennes et françaises aussi qui commencent à émerger sur ces technologies. Désolé pour le retard. Merci.